Salut à tous et bienvenue pour cette revue de patrimoine, ou plutôt de portefeuille dans ce cas-là. J'ai été contacté par Anthony, alors Anthony comme d'habitude c'est un prénom fictif, qui a, je ne sais pas quel âge, je dirais j'ai mis 29 ans parce que j'ai regardé, j'ai vu que son prénom avait été bien donné il y a 29 ans, donc je vais dire voilà, qu'il a une petite trentaine d'années, il est militaire, il a été blessé en mission il y a peu de temps, donc bon j'espère que c'est pas trop grave, mais c'est ce qui lui a permis d'avoir une somme d'argent qu'il a placée récemment. Il se considère comme débutant parce qu'il a commencé à investir il y a peu de temps, il y a que 4 mois, enfin bon, il y a quelques mois en tout cas, maintenant ça doit faire un petit peu plus de temps, mais voilà, il a moins d'un an d'années d'investissement, donc il se considère comme débutant. Il n'est pas si débutant que ça, vous allez voir, parce qu'il a vraiment la bonne approche, c'est normal, il se renseigne beaucoup, il écoute beaucoup. S'il regarde des vidéos sur cette chaîne, c'est que forcément il a déjà une certaine connaissance. Donc il m'a dit qu'il avait un livret d'épargne avec 5 000 euros. Je tiens à le préciser parce qu'il ne faut pas s'imaginer à chaque fois que voilà, il faut investir ses premiers euros. Donc il a bien fait les choses. Donc il a 5 000 euros sur un PEA, il a 10 000 euros dans une assurance vie en unité de compte. Et puis ensuite il a un PEA et CTO, c'est là-dessus qu'on va se concentrer tout d'abord, et il met aussi qu'il est propriétaire d'un appartement, donc résidence principale, d'une valeur de 80 000 euros, crédit 50 000 euros. Alors je ne sais pas si c'est 80 000 dont 50 de crédit ou si c'est le net, mais je pense que c'est 80 000 euros dont 50 000 de crédit. Donc voilà pour le début. Alors je lui ai quand même posé plusieurs questions, notamment sur l'assurance vie, parce qu'au départ, il avait juste mis 10 000 euros d'assurance vie dans une grande banque, et il avait axé plutôt sur le PEA CTO. Donc, on va commencer par ça, on va commencer par son assurance vie. Voilà, donc vous devinez chez quelle banque il est, ce sont que des fonds Société Générale. Alors, c'est la banque qui gère cet argent, donc... Lui, ce qu'il m'a dit, c'est « je trouve ça assez vague » et j'ai pas cherché... désolé pour les fautes, j'ai fait un copier-coller, mais voilà, j'en ai laissé quelques-unes. J'ai pas cherché à avoir plus d'informations. Comme je te l'avais dit, le compte est entièrement géré par la banque. J'attends 2 à 3 ans pour faire le point. Si la performance est en dessous de celle du marché, j'envisagerai d'autres possibilités. Donc, j'ai laissé passer quelques petites fautes. J'en ai corrigé, mais je pense qu'il a écrit rapidement. Et oui, mais non, en fait, j'ai envie de dire sur cette assurance vie. Et je pense que je vais réussir à le convaincre assez rapidement que c'est pas la peine qu'il attende quelques années pour ça. Donc, on va regarder un peu ce qu'il y a. Ça démarre par un fonds SG flexible, donc j'imagine que s'il est flexible, ça veut dire qu'il a investi dans plusieurs classes d'actifs, il doit y avoir des obligations, des actions, etc. Ensuite, il a des actions US, il a des actions euros, il a des obligations d'État, des actions France, pas mal, il a de l'émergent, il a du high yield, il a un peu tout. Moi je suis toujours surpris par ce genre de portefeuille, ils mettent un petit peu d'US techno, mais il y a aussi de l'US. Pourquoi des actions France, sachant qu'il a déjà des actions euros? Pourquoi des actions monde haut? Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a un seul ETF thématique qui est dans l'eau et pourquoi pas sur un autre thème? Voilà. Un petit peu bizarre la répartition. Donc déjà, je pense que il pourrait se faire un panier d'ETF qui couvre ça, mais même j'ai envie de dire, moi si j'étais à sa place, je remplacerais tout ça par un ETF monde, et vous allez mieux comprendre pourquoi. Je passe d'abord par la plus grosse pondération donc, de son assurance vie, le fonds SG flexible. Performance durable, donc il a un indicateur de risque qui est relativement faible, donc c'est probablement effectivement qu'il a plusieurs classes d'actifs. Et on voit allocation d'actifs selon Amundi, parce que là on voit déjà la cascade de frais, donc il y a Société Générale, derrière il y a des fonds Amundi, etc. Donc c'est surtout des taux, des actions, et puis une partie a priori short sur les taux monétaires, donc un peu bizarre. Le plus intéressant, c'est de regarder donc les principales lignes en portefeuille. En premier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des obligations gouvernementales. Ensuite, je ne sais même pas ce que c'est, très franchement. Il y a des ETF CAC 40, il y a des ETF SP500, encore des SP500, etc. Donc on voit qu'il y a déjà une cascade. En fait, il y a déjà une cascade c'est un fonds de fonds plus qu'un fonds. C'est-à-dire qu'il n'est pas investi directement dans des actions et des obligations. Il est investi derrière dans des fonds. Donc il pourrait très bien déjà répliquer ce qu'il y a en dessous en évitant des frais qui sont de l'ordre... je crois que j'avais vu ça de 1%. Frais de gestion directe, donc maxi 1,20, mais en fait je vois qu'ils sont à 1,13. Voilà, donc déjà vous savez que on peut déjà savoir qu'il perd 1% par an rien que là-dessus. Ce qui est plus intéressant, parce que c'est encore plus direct, c'est la deuxième ligne du portefeuille qui est SG Action US. Donc ça, on sait très bien que nous, perso, on achète un ETF SP500 et on fait la performance à moindre frais. Et ça se voit direct ici. On a le portefeuille du fonds, on a l'indice et on voit qu'il sous-performe systématiquement. C'est encore plus clair quand on fait année après année. On voit qu'en 2014, il a fait 2% de moins, puis 1% de moins, puis 2,7% de moins, 1% de moins, 1,5%, 1,6%,
et de dire « Oh, incroyable, en 2020, le fonds a réussi à battre le SP500. » Mais derrière, il a perdu 4% par rapport au SP500, ce qui est énorme. Et tout ça se cumule. Tout ça se cumule. Une assurance vie, c'est minimum 8 ans en général quand on investit. Ça veut dire que, on le voit bien, de toute façon, frais d'entrée maximum 2% et frais de gestion et autres coûts administratifs 1,93. Donc en fait, on est sur un fonds qui typiquement n'apporte aucune valeur ajoutée, aucune, mais qui vous prend quasiment 2% par an. Donc ça, je ne vois pas l'intérêt de garder ce type d'action, d'autant plus qu'il est investi dans une assurance vie Société Générale, donc qui doit prendre probablement autour de 1% par an, là où on trouve plusieurs aujourd'hui assurances vie qui offrent le même service donc, que Société Générale, mais avec du 0,5% par an. Donc si j'étais à la place d'Anthony, ce que je ferais, c'est que je clôturerais cette assurance vie, et soit je mettrais l'argent par exemple dans mon PEA investi totalement en ETF Monde ou en ETF SP500 ou peu importe, ou alors j'ouvrirais une assurance vie à moindre frais, donc je leur fais de la pub sans avoir de partenariat avec eux. On sait qu'on a Linksea et on a Cardiff Lucia qui sont parmi les assurances vie à frais faibles, à 0,5%, et derrière vous avez des unités de compte pour acheter des ETF qui vont vous coûter beaucoup moins cher que ça. Donc là, quand je vais reprendre ce qu'il dit. Le compte est entièrement géré par la banque. J'attends 2 à 3 ans pour faire le point. Écoute Anthony, prends 10 minutes pour faire le point. Fais-le dès maintenant, le point. Regarde les frais qui sont pris et honnêtement, récupère cet argent-là. Le seul truc qui pourrait effectivement être un petit peu dommage, c'est d'avoir déjà ouvert l'assurance vie depuis quelques années. Donc elle arriverait peut-être au terme de... il y aura peut-être un coût fiscal de sortir de tout ça, donc ça dépend bien sûr évidemment de la plus-value. S'il reste 1 an à faire avant de profiter de l'exonération fiscale pour arriver au bout des 8 ans, c'est sûr qu'il vaut mieux arriver au bout des 8 ans et sortir ensuite, surtout s'il y a beaucoup de plus-value. S'il n'y a pas beaucoup de plus-value, honnêtement, voilà, c'est typiquement ce que vous et moi on n'aime pas voir, c'est-à-dire une banque qui se gave et qui offre des performances moins bonnes que le marché et qui en plus de ça prend beaucoup de frais. Donc voilà, j'avais insisté un peu pour avoir les unités de compte parce que je sentais qu'il y avait peut-être anguille sous roche. Donc voilà, au niveau des portefeuilles boursiers, donc il a investi 38 000, il a une plus-value, il a 40 000 aujourd'hui, donc sur 2 supports principalement. Alors hop, je bouge ma tête, il a donc c'est à peu près moitié-moitié, il a à peu près 20 000 de chaque côté, 20 000 sur son PEA et 20 000 sur son compte titre. Donc qu'est-ce qu'il a dans le PEA? Il a du SP500 classique sur un ETF Lyxor, il a ensuite, alors c'est classé par pondération descendante, il a du LVMH, du Hermès, de la SMI, du Dassault Aviation, L'Oréal, donc ASM International, vous savez, c'est la moins connue des deux ASM, puisqu'il y a ASML qui est la plus grosse et ASMI étant initialement la société mère qui a fait un spin-off de ASML, et ASML ensuite est devenue plus grosse que la société mère, mais c'est vrai que depuis quelques années, ASMI se débrouille aussi très bien et une croissance, je crois, un tout petit peu supérieure à ASML. Donc ensuite, je disais Dassault Aviation, donc ça c'est bien connu, ils font les Rafales, ils font les jets privés, L'Oréal qu'on connaît bien aussi, Novo Nordisk donc qui a traitement diabétique, Ferrari tout le monde connaît, Wolters Kluwer donc qui est un éditeur spécialisé assez professionnel de livres et logiciels, Air Liquide, Safran donc la aéronautique défense, Airbus aéronautique, Interparfum qui porte bien son nom, parfum, et puis Ipsos donc la société de sondage. En regardant comme ça, il y a assez peu de doutes, il a une stratégie qualité, toutes les boîtes sont des belles boîtes. Je connais un petit peu moins Interparfum, mais j'ai eu de l'Ipsos en portefeuille, j'ai eu un peu tout ça, donc voilà, très belle boîte. J'ai envie de dire que déjà à vue de nez, en termes, il a moins peur des valorisations élevées que moi quand je vois des Hermès, des Ferrari, mais c'est sûr qu'il fait attention aux boîtes qu'il achète, ça se voit tout de suite. Ensuite, dans le compte titre, on a du MSCI India, c'est sa plus grosse pondération. Ensuite, on a du Nvidia, du Costco, du Visa, du Apple, du KLA, du BlackRock, Caterpillar, Mastercard, Microsoft, Alphabet, Fortinet. Là, à nouveau, quasiment tous les noms. En fait, tous les noms, sauf Caterpillar que je connais moins, sont des grandes classiques des sociétés de qualité. Voilà, donc dans quasiment tous les fonds de qualité, etc., vous allez retrouver ce type de boîte. Après, il y a quand même des boîtes qui ont des valorisations importantes du type Nvidia et Costco. Et les autres, c'est à peu près des valorisations plus correctes. Donc c'est là où, par rapport à moi, on voit qu'il est un petit peu moins prudent sur les valorisations. Mais bon, ça reste un choix personnel. Ensuite, un petit mot peut-être sur les pondérations. On voit qu'il y a quand même de grosses différences, puisqu'il y a des valeurs qui sont à 600 €, d'autres à 2000.
Ouais, c'est à peu près ça. Pareil sur le CTO, Fortinet qui est à 800 et puis Nvidia qui est à 2003. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a toujours je sais pas comment appeler ça, un biais d'ancrage, on va dire, sur la pondération des ETF. Et je vois ça dans plusieurs portefeuilles. C'est-à-dire qu'on n'ose pas trop mettre un peu le paquet sur un ETF. Donc on reste, voilà, on a du LVMH et du Hermès pour 2000 euros. Ben, on met aussi un ETF sur les 2000 euros. Mais en fait, c'est extrêmement logique d'être beaucoup plus pondéré sur les ETF qui sont hyper diversifiés par rapport aux actions. Donc ça me fait toujours bizarre de voir une ligne ETF qui a le poids d'une autre ligne en fait, action. Voilà, on a autant de SP500 que de LVMH. C'est plus logique pour l'Inde parce qu'effectivement il n'y a pas de raison de surpondérer l'Inde. Mais voilà, sinon portefeuille intéressant. Je vais quand même jeter un coup d'œil sur, qu'est-ce que j'avais dit, Caterpillar que je connais moins. Alors voilà pour Caterpillar. Je vais du côté des finances, on connaît un petit peu la boîte, hein. Ils font ces gros bulldozers, pelleteuses, etc. qu'on voit sur les chantiers. Alors moi directement, je regarde ce graphique là avec le compte de résultats. Pourquoi ? Parce que je vois d'un coup l'évolution du chiffre d'affaires en noir. Vous savez, moi je regarde pas beaucoup les prévisions futures, hein. Les analystes ils en savent pas plus que moi. Donc je regarde l'évolution du chiffre d'affaires en noir et je regarde l'évolution des marges, marge nette en vert et marge brute, enfin marge d'exploitation plutôt, pardon, en jaune. Et là, ça me saute aux yeux, alors j'ai enlevé ça, voilà, ça me saute aux yeux que si vous regardez les barres noires qui sont les barres du chiffre d'affaires, on est sur une société cyclique. Voilà, ça saute aux yeux, une société qui n'est pas cyclique. Si vous prenez du Microsoft, du Visa, peu importe, vous avez des barres qui sont croissantes. On voit bien ici que c'est cyclique et ça se comprend facilement. Pourquoi ? Parce que ces gros engins de chantier, ils sont achetés ou loués par des gros constructeurs de BTP, par des gros chantiers, par des gens qui font des mines, des mines de métaux, etc. Donc et ça demande des énormes investissements, hein, de millions, dizaines de millions, etc. Et forcément, dès que la conjoncture est un petit peu moins bonne, dès que l'extraction minière est un peu moins rentable, ou de pétrole, ou dès que les chantiers sont un peu moins bons, on le voit dans l'immobilier, dans la promotion immobilière en France, hein, mais voilà, donc sur ces énormes chantiers, si on construit moins d'usines, etc., on a beaucoup moins besoin de produits Caterpillar. Donc en fait, Caterpillar, c'est le capex d'autres entreprises, c'est l'investissement d'autres entreprises, donc forcément, c'est cyclique. Donc c'est ce qui me gênerait, à moins qu'on pense que le cycle est dans un bon... Enfin voilà, qu'on a un point du cycle intéressant. Je n'en suis pas persuadé. En tout cas, c'est pas l'impression que ça donne. Mais voilà, je sais pas. Moi, les entreprises cycliques, je les évite. Hein, donc voilà, après, au niveau des marges, qu'est-ce que je voulais voir ? Oui, l'endettement qui a été plutôt élevé dans le passé, parce que c'est le problème des cycliques, c'est que l'endettement, il est constant. Et quand on a des bons cash flow, des bons EBITDA comme en ce moment, l'endettement est correct. Là, on le voit en 2023, on peut rembourser la dette en 1,5, c'est 1,5 fois l'EBITDA. Donc si l'entreprise mettait tout son EBITDA dans le remboursement de la dette, ça mettrait 1 année et demie. On déconseille en général de passer au-dessus de 3. Et on voit que dans le passé, quand on est dans des creux, des creux de chiffre d'affaires, des creux de rentabilité, on se retrouve avec un endettement qui est très très lourd et qui est normalement à éviter puisqu'on est au-dessus de 3 fois l'EBITDA. Donc voilà, il y a peut-être que Caterpillar qui sort un peu de ce que Anthony aime apparemment comme type de boîte. Alors je vais retourner donc sur son portefeuille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Non mais c'est tout, hein. Clairement des boîtes de qualité. Ah si, quand même un truc qui m'avait sauté aux yeux la première fois que j'avais vu son portefeuille, c'est que j'ai trouvé qu'il était très focalisé sur peu de secteurs. C'est-à-dire qu'on a un biais luxe, LVMH, Hermès, Ferrari, potentiellement L'Oréal, même si L'Oréal c'est moins du luxe, c'est plutôt de la consommation courante. On a aussi, et ça c'est ce qui m'a surpris, on a du Dassault Aviation, on a du Safran, on a du Airbus, alors heureusement moins pondéré, et c'est là où je me suis souvenu qu'il était militaire en fait. Donc forcément, en tant que militaire, Dassault qui fait les Rafales, voilà, Safran qui a beaucoup de défense. Et alors Airbus, pourquoi je le mets dans le lot ? Parce que c'est quand même c'est défense aéronautique ces boîtes-là, et surtout il y a aussi Thales. Il m'a mis quelque part, je pense qu'on le reverra, il m'a mis qu'il voulait acheter du Thales. Et en fait, toutes ces sociétés défense aéronautique, etc. Déjà, la plupart ont des contrats avec l'État, donc ou bien l'État est actionnaire, donc on a bien sûr l'État qui est actionnaire d'Airbus. On a, là on est sur la fiche de Dassault Aviation et on voit que Dassault a comme actionnaire Airbus, donc
indirectement l'État. On sait que Dassault Aviation est actionnaire de Thales, c'est une grosse part, ils ont une grosse part de Thales, et l'État aussi a une grosse part de Thales, je crois que c'est 26% pour chacun d'entre eux. Donc on voit que tout ça, c'est quand même très lié avec toujours ces notions de contrat avec l'État. Donc je comprends que c'est le domaine d'Anthony, donc il est à l'aise avec tout ça, mais voilà, quand on regarde au capital de Thales, on a le gouvernement qui a 26%, on a Dassault Aviation qui a 26%, donc voilà, tout ça est très lié. Bien, je continue avec ce que m'a dit cette fois Anthony. Alors je lui ai posé des questions, je lui ai dit où est-ce que tu trouves tes idées d'achat, et lui m'a dit qu'il trouvait ses idées dans le SP500 et le Stoxx Europe 600 qui sélectionnent des valeurs connues, donc aussi biais domestique, parce que je ne l'ai pas dit, mais gros biais domestique évidemment dans son portefeuille. C'est pour ça qu'il se retrouve avec, alors on va y retourner, j'épluche le Stoxx 600 Europe et je prends les valeurs connues. Je prends LVMH, Hermès, je prends SM, je prends Dassault, je prends L'Oréal, je prends Novo Nordisk, etc. Il n'y a que Wolters Kluwer, je pense qu'il l'a pris quelque part, mais voilà. Aujourd'hui, je commence seulement à tâter le stock screener de Zone Bourse et je me rends compte que c'est un outil formidable. Oui, je suis bien d'accord. Par ailleurs, lorsque je vois des idées intéressantes sur YouTube, je fais quelques recherches pour voir si ça vaut le coup, mais c'est assez rare que ça matche, sauf Fortinet et Dassault Aviation. Je pense aussi que YouTube, c'est pas la même, c'est vraiment pas le meilleur endroit pour avoir des idées. Les lettres trimestrielles des fonds, etc., ou les plus gros portefeuilles, vous savez, un peu des gourous, des fonds les plus connus, je trouve qu'on trouve de bonnes idées là-dedans, ou les stock screeners. Ensuite, qu'est-ce qui m'avait mis ? Je suis actuellement en train de corriger mes plus grosses erreurs, à mes yeux, le fait d'avoir acheté des valeurs trop chères et le fait d'avoir trop de lignes. Je suis assez d'accord avec les deux. Valeur trop chère, oui et non, parce qu'il a quand même pris des valeurs de très très bonne qualité. Hermès, oui, c'est cher. Est-ce que c'est trop cher ? On ne sait pas, c'est l'avenir qui nous le dira, c'est ça qui est compliqué. Sur le fait d'avoir trop de lignes, je suis d'accord avec lui. Je me rends compte qu'il sera trop difficile de tout suivre. Je souhaite donc avoir un portefeuille plus concentré avec des valeurs de qualité, on voit que c'est déjà le cas. Je cherche des entreprises avec une croissance annuelle du free cash flow de 7% minimum, peu de dettes ou facilement remboursables, 2 à 3 ans, donc on a vu que sur Caterpillar c'était un peu limite. Le nombre d'actions en circulation doit être en diminution, au pire stable. Alors là, je suis d'accord avec lui, sauf si l'entreprise a fait des émissions d'actions pour racheter, pour une bonne raison. Là, typiquement, racheter des entreprises. Si LVMH, à un moment, se retrouve à émettre des titres, comme ils l'ont fait dans le passé, pour acheter, comme ils l'ont fait pour du Tiffany, etc., ça ne me dérange pas. Mais effectivement, dans le j'allais dire un horrible anglicisme dans le day-to-day, mais donc si dans dans l'année, il se retrouve à émettre des actions sans raison, c'est mauvais signe, mais dans ces belles valeurs de qualité, c'est pas le cas. Ils ont d'autres moyens de se financer, notamment leur cash flow. Le Return on Capital Employed, le ROCE, doit être de 10% au minimum, et si possible, j'aimerais les avoir à un prix correct. Je lui avais demandé d'ailleurs sa définition du prix correct. Il m'a répondu plus tard. Je continue d'apprendre au fur et à mesure, donc mes critères de sélection vont certainement évoluer et ou augmenter. Donc effectivement, je lui avais posé la question de ce qu'il appelait prix correct. Il me dit, je regarde le PER dans un premier temps. Ensuite, j'utilise un tableur Excel qui permet d'estimer la valeur par rapport à sa croissance future. Théorique, ses cash flows futurs qui sont théoriques, son PER, le nombre d'actions en circulation et la situation de sa trésorerie. Ça reste une estimation, mais ça a le mérite d'exister. Non, je suis désolé. Je comprends qu'en tant qu'investisseur, depuis 4-6 mois, c'est ce qu'on appelle un DCF, un Discounted Cash Flow. On tape un chiffre de croissance, un taux d'actualisation, etc. Ça nous donne un prix, on est extrêmement content, mais en fait, ça ne marche pas. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. C'est tellement sensible aux hypothèses, et les hypothèses sont tellement basées sur le doigt mouillé de la croissance dans le futur, qu'on peut justifier toutes les valorisations par un taux de croissance suffisant. Tout. Nvidia peut passer à un PER de 1000, ça peut se justifier en tapant le bon taux de croissance. Donc moi, je ne sais pas, je pense, si je peux parler directement à Anthony, je pense que tu vas changer d'avis et je pense que dans quelques années, tu utiliseras plus ce tableau Excel. C'est fait pour moi, pour les analystes qui ont besoin de donner un prix, qui ont besoin de donner un target price, etc. Mais malheureusement, si ça suffisait pour savoir ce qui est trop ou pas assez valorisé, mais bon, on verra par la suite. Ensuite, je lui ai posé les questions sur les pondérations. Je ne savais pas, justement, quand je voyais des 600 €, des 2000 €, comment il gérait ça. Il me dit, pour la pondération, je pense avoir fait un peu n'importe quoi. Par la suite, je compte investir de sorte à égaliser le portefeuille en termes de secteur. Pourquoi pas, mais je ne sais pas. Moi, j'ai jamais pondéré par secteur, mais bon, pourquoi pas. Je suis trop investi dans la tech à mon goût. Je n'ai rien investi depuis quelques semaines car je voulais rentrer dans Dassault Aviation. La baisse de cette valeur induite par la conjoncture actuelle m'a motivé à le faire maintenant.
J'ai effectivement déjà vendu des valeurs, parce que je lui ai demandé s'il avait déjà vendu. C'est souvent dans des portefeuilles de jeunes investisseurs en bourse, il n'y a pas cette notion encore de quand vendre. En premier, ma ligne AMD, il fallait que je sorte un peu de la tech et je trouve que ça faisait doublon avec Nvidia. Même chose pour ASML. Je pense avoir suffisamment de lignes dans le secteur des semi-conducteurs. Ah oui, donc il avait ASML et ASMI et il a vendu ASML. Après, le semi-conducteur, ça reste un secteur qui est assez large, avec des Nvidia qui vont designer des puces mais qui ne vont pas les fabriquer, avec des ASML, ASMI qui vont vendre des machines qui fabriquent des puces, avec KLA qui va vendre des machines qui vérifient la qualité des puces, etc. Donc, mais là où je suis d'accord avec lui, c'est que de toute façon, si les semi-conducteurs vont pas bien, ça va tout balayer de TSMC, Nvidia, ASML. Donc effectivement, c'est logique. Alors j'ai également vendu Neoen. Je l'ai acheté car je voulais absolument une valeur dans le renouvelable. Mais leur dette est trop conséquente et j'ai finalement craqué. Alors il a dû vendre avant l'OPA malheureusement. Je compte également vendre Airbus pour renforcer Safran et Dassault. En tant que militaire, j'ai accès plus facilement à la loi de programmation militaire. Je pense que ces entreprises vont connaître une bonne croissance à moyen terme et j'ai Thales dans ma watchlist. Voilà, c'est là où on comprend mieux. Il a une vraie conviction sur les valeurs de défense, ce que je peux comprendre. Avec la guerre en Ukraine, le monde se réarme, etc. Donc voilà, s'il est à l'aise avec ça, s'il lit la loi de programmation militaire, ce que je devrais faire, mais que je ne fais pas. Donc voilà, c'est effectivement, pourquoi pas, c'est un bon point. En plus, il lit Peter Lynch, on le verra tout à l'heure, qui dit d'investir dans ce qu'on connaît, donc tout ça est logique. Au niveau du suivi, je le fais via l'actualité de chaque secteur sur le net. Généralement, les secteurs me renvoient vers les valeurs que je possède. Bon, en gros, voilà, il connaît le militaire, il connaît le luxe, il connaît la tech, et puis il se renseigne plus sur ces secteurs, donc voilà. Je le fais de façon hebdomadaire. Je compte également suivre les rapports annuels. C'est bien, mais c'est du travail. Je pense que avant ça, il faut d'abord écouter les annonces de résultats, mais c'est très bien de lire les rapports annuels. Mais afin d'avoir un suivi assidu des résultats trimestriels, je dois impérativement améliorer mon anglais. C'est l'une de mes priorités, étant donné que c'est ma principale limite dans le suivi des valeurs. J'ai un long stage à faire dans le cadre de mon travail, mais à l'issue de ça, je vais m'y mettre à fond. Moi, je pense que l'anglais, c'est indispensable en finance, c'est indispensable pour votre culture, pour voyager, pour se connecter à la culture des autres pays, parce que quand on écoute en anglais, notamment américain, mais quand on écoute en anglais les actualités, etc., même les films, tout, on se connecte un peu mieux à tout ça. D'ailleurs, si tu as des conseils pour maîtriser cette langue plus rapidement, je suis preneur. Malheureusement, à part pratiquer, quand même un point pour les résultats, il ne faut pas que ce soit bloquant. Sur les résultats, surtout s'il est abonné à Zone Bourse, que je pense, vu qu'il a accès au stock screener, il doit avoir accès aux transcripts, ou sinon peut-être qu'il peut les trouver ailleurs. Ce transcript, on les prend, on copie, on met ça dans ChatGPT ou peu importe quoi, un traducteur, DeepL et il se fait traduire le transcript des résultats et il aura quelque chose d'assez correct, comparé à attendre d'avoir le niveau pour écouter, mais même déjà lire le transcript. C'est beaucoup plus simple que d'écouter le CEO, le CFO parler des résultats. Donc déjà, passer à l'écrit, c'est une bonne chose. Ensuite, il me parle de ses erreurs. Alors, mes bourdes. La première est d'avoir utilisé Trade Republic pour mon CTO. Cette application est pleine de qualité, mais on atteint très vite la limite. Aucun visuel sur le spread, les valeurs sont toutes en euros, quel que soit le pays, on est obligé d'acheter au prix du marché, pas de limite possible, bref, on est très limité. Je suis assez d'accord avec lui dans le sens où moi, j'ai jamais utilisé, mais c'est vrai qu'il y a des applis ou des brokers qui offrent un accès très facile, mais dès qu'on veut aller un petit peu plus loin, on est limité. Je vais pas trop taper sur Trade Republic, je l'avais déjà fait dans une vidéo précédente. Mais bon, voilà, effectivement, quand on veut commencer à passer les ordres soi-même, on est vite limité. Et c'est aussi pour ça, moi, vous savez, j'ai un partenariat avec Saxo, qui pour moi est un broker beaucoup plus évolué, avec beaucoup de types d'ordres. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Un accès au marché direct, pas de payment for order flow, même si le broker qu'on a cité précédemment est en train d'arrêter sur la France. Voilà, moi, la transparence pour moi, c'est super, super important. Et je me dis toujours, en parlant de Trade Republic, que s'ils n'avaient pas été forcés par la réglementation à arrêter le payment par order flow, ils l'auraient toujours. Donc voilà, moi, après, c'est son point de vue, il se trouve que je le partage. Bref, ensuite, animé par l'excitation du début, je me suis rué vers les valeurs technologiques tête baissée. C'est pas très surprenant. Mon portefeuille en était constitué à plus de 90% au début. Ah oui, je comprends. Petit à petit, je suis en train de changer la donne. Aussi, j'estime avoir acheté Hermès beaucoup trop cher. Les finances sont magnifiques, c'est vrai, mais au final, je n'ai qu'un seul titre et il est hors de prix. Pareil pour LVMH, mais cette fois-ci, je pense que j'aurais dû attendre un peu avant de rentrer. Il y a certainement d'autres choses plus évidentes à tes yeux, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Alors, je vais commencer par le positif. Déjà, le positif, c'est que
Anthony a reçu une belle somme suite à sa mission et à sa blessure, d'après ce que j'ai compris. Et ça, il l'a épargné, ça c'est super. Ensuite, il continue à beaucoup épargner, puisqu'il m'a mis, j'ai eu du mal à le croire, mais il m'a mis qu'il épargnait entre 500 et 900 euros par mois, donc ce qui est vraiment super, mais on l'a vu, il a un petit appartement, il n'a pas mis beaucoup d'argent dans l'immobilier, donc il a 50 000 de crédit, donc il doit avoir un petit remboursement, donc ça lui permet de dégager beaucoup de cash pour la bourse, donc ça c'est vraiment super. Tiens, je suis en train de voir taille du portefeuille 34 000, mais en fait il l'a monté à 40 000. Bref. Donc là, il y a plein de bonnes choses. Ensuite, il a quand même un portefeuille. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais il est investi dans des belles valeurs, il est bien diversifié, il est dans pas mal de pays. Oui, il a un petit biais domestique, oui, il a un petit biais sur la défense, le luxe et la tech, mais après tout, c'est quand même des secteurs, enfin en tout cas pour le luxe et tech, qui ont bien marché ces dernières années. Donc je trouve que pour un débutant, il a vraiment un portefeuille qui est bien constitué. Il n'a pas pris de gros risques non plus. Il y a quelques valeurs bien valorisées, mais après tout, qui ont elles aussi bien marché par le passé. Mais si je devais quand même revenir sur des erreurs, alors lui a déjà parlé du nombre de valeurs. Oui, c'est vrai qu'à suivre, il a beaucoup de valeurs et il n'a pas des montants qui nécessitent non plus une diversification, une surdiversification. Donc effectivement, il pourrait réduire. Moi, ce que je ferais à sa place, mais après chacun fait comme il veut, c'est que je classerais par conviction. Et vraiment mes convictions les plus faibles, je les remplacerais par un ETF. Je les remplacerai par un ETF Monde, un ETF S&P 500, peu importe. Et quand je continuerai à les travailler, et quand j'aurai une conviction plus forte, alors je mettrai plus là-dessus. Comme ça évite de trop concentrer son portefeuille. Pas de raison de passer à 10 titres. On peut avoir, et d'ailleurs, ça fait plusieurs fois que je le dis, je vais de plus en plus là-dessus. Forte conviction d'un côté, ETF de l'autre, et on a le meilleur des deux mondes. Donc ça, c'est la première chose. Donc on a vu un biais sectoriel, on a vu un biais domestique, on a vu un peu trop de valeur. Mais déjà, ce que je ferais en premier, j'en ai parlé pour ça en début d'émission, c'est cette assurance vie. On l'a vu, assurance vie Société Générale, avec des fonds Société Générale, avec des frais sûrement trop élevés de l'assurance vie, avec des frais très élevés dans les fonds, qui eux-mêmes sont investis ensuite dans des ETF ou des fonds. Donc on le voit, une cascade de frais pour aucune surperformance. Donc à moins qu'il ait intérêt d'un point de vue fiscal à laisser terminer cette assurance vie, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Donc moi je m'en débarrasserai pour soit ouvrir une autre assurance vie, soit mettre plus dans mon PEA en ETF, comme je disais, très large. Et dernier point, vu qu'il veut faire attention à la valorisation, je me méfierai énormément du fichier Excel dont il a parlé. Vous savez, ce que moi j'appelle un DCF, un Discounted Cash Flow. On met les différents chiffres, on met les taux de croissance et ça nous donne un prix directement. On va dire, voilà, telle action LVMH vaut 600 ou 900. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec un tout petit changement du taux de croissance, un tout petit changement du taux d'actualisation, vous allez faire varier LVMH de 600 à 1000 ou à 200. Donc voilà, moi j'utilise pas ce genre d'outil et je l'utilise uniquement en sens inverse, c'est-à-dire je prends le cours actuel, par exemple d'LVMH ou de Nvidia, et j'infère quel est le taux de croissance nécessaire pour que le prix d'aujourd'hui ne soit pas trop cher. C'est la seule fois où j'utilise des tableaux Excel DCF. Ensuite, je lui ai demandé ses sources et il m'a dit, alors je suis en train de lire « Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse » de Peter Lynch, très bon bouquin, pour moi dans les top 3 à lire au tout début d'une vie d'investisseur. J'ai L'investisseur intelligent en attente, pas mal, mais là-dessus il y a ce fameux chapitre 8 avec, qui est intéressant à lire parce qu'il y a la notion de Mr. Market, etc. Pour le reste, c'est quand même daté, les ratios ne sont plus d'actualité, etc. Donc je pense que c'est bien de le lire quand on est passionné par l'investissement parce qu'on l'a lu, on sait ce que c'est. Et puis il met ensuite l'Outsider en commande sur Amazon. Alors je pense que c'est les Outsiders, parce que l'Outsider, je crois que c'est un bouquin de Stephen King que j'ai pas lu. J'ai lu quasiment tous les Stephen King, mais pas tous. Et les Outsiders, c'est un bouquin que j'ai derrière moi là sur les meilleurs chefs d'entreprise, en fait, ceux qui font la meilleure allocation d'actifs, etc. Donc oui, c'est un bouquin intéressant. Après, c'est un bouquin qui est quand même très axé qualité du management. Et je trouve que la qualité du management, ça demande beaucoup de temps à comprendre. Mais c'est très bien de démarrer là-dessus. Ça veut dire aussi qu'il ne va pas se focaliser uniquement sur les chiffres, mais aussi sur l'intangible, ce qui est le plus compliqué à comprendre dans une boîte. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez du portefeuille. Alors là, je vois que j'ai repris un ancien slide, donc non, c'est pas Julien, c'est pas les médecins, etc. Bref, vous avez compris le truc. Mais dites-moi ce que vous pensez du portefeuille d'Anthony. Est-ce que ça vous paraît bien? Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent? Est-ce qu'au contraire, vous trouvez qu'il y a des bonnes idées à prendre? Mettez-moi ça en commentaire. Merci à tous pour vos likes, supports, partages, etc. C'est toujours sympa. J'ai d'autres portefeuilles en stock mais si vous en avez que vous trouvez intéressants et surtout
qui sortent de l'ordinaire, n'hésitez pas à m'envoyer ça si vous voulez que j'en discute de manière anonymisée sur YouTube. Mais celui-ci était intéressant, je trouvais, parce que c'est quelqu'un qui essaye de bien faire les choses et avec un patrimoine qui est en croissance, voilà, qui se construit. Donc c'est intéressant de voir, c'est là où on a le plus de changements, le plus de questionnements, et je trouve qu'il a plutôt pas mal réussi en 4 à 6 mois d'investissement. Il se dirige déjà vers quelque chose qui est cohérent, et ça c'est super sympa. Voilà, merci à tous et à bientôt pour une autre émission.